Bonjour, Didier Lepelletier, je suis médecin de santé publique et professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes. Et je vous propose d'aborder à travers cette capsule vidéo numéro 9 la prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique pour les patients admis en réanimation. Vous retrouverez le sigle PAVM tout au long de mon diaporama. Les objectifs pédagogiques de cette capsule vidéo est d'améliorer vos connaissances à la fois sur l'épidémiologie, les facteurs de risque des PAVM, et également de voir avec vous quelles sont les principales mesures de prévention de ces PAVM si vous prenez en charge des patients admis en réanimation. La définition des PAVM est compliquée, elle relève de critères cliniques, de critères radiologiques, de critères biologiques. En tous les cas, elle survient après 48 heures d'intubation-ventilation mécanique. Vous pouvez retrouver des éléments de définition dans la capsule vidéo numéro 4, mais également à l'aide du lien que je vous propose ici en haut de la diapositive, où vous retrouverez de manière détaillée cette définition. Il s'agit de l'infection associée aux soins la plus fréquente en réanimation, loin devant les infections urinaires sur sonde ou les infections sur cathéter. 8 à 25% des patients intubés ventilés vont développer une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, avec des fréquences encore plus élevées si le patient présente un syndrome de détresse respiratoire aiguë, par exemple. La densité d'incidence de ces PAVM est mesurée en France par un réseau de surveillance nationale et varie entre 13 et 15 PAVM pour 1000 journées de ventilation mécanique. Il s'agit de la troisième cause des IAS, derrière les infections urinaires et les infections du site opératoire. Et la probabilité qu'un patient intubé ventilé présente une PAVM augmente de 1% tous les jours, avec des variations selon les profils de patients, en particulier les patients traumatisés crâniens. En tous les cas, ces PAVM représentent plus de 50% du volume des antibiotiques qui sont prescrits dans les réanimations, même si les réanimations représentent environ simplement 5% des lits hospitaliers. Alors, les conséquences pour le patient sont graves, puisque la PAVM entraîne la mortalité immédiate du patient pour 10 à 30% d'entre eux. Et puis bien évidemment des conséquences économiques, puisque la PAVM prolonge la durée moyenne de séjour en réanimation, puisque le patient ne peut pas être extubé. Alors, les facteurs de risque sont évoqués en fonction de la période. On parle de PAVM précoce dans les 5 premiers jours. Et un facteur essentiel, le trouble de la conscience, par exemple chez des patients qui ont présenté un accident de la voie publique avec un traumatisme crânien, ou tout traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, qui va entraîner une altération du réflexe de protection des voies aériennes, et en particulier le risque d'inhalation. Ensuite, il y a les PAVM tardives, au-delà du 5e jour, et d'ailleurs la documentation microbiologique va varier en fonction de ces deux périodes. Là, dans cette période tardive, la gravité initiale du patient, qui est mesurée par des scores de risque à l'entrée en réanimation, est associée aux pneumopathies. La prolongation de la ventilation mécanique, on avait mesuré à Nantes en particulier, chez des patients traumatisés crâniens admis en réanimation chirurgicale, finalement que le simple fait d'être intubé et ventilé augmentait le risque de PAVM, et qu'à 13 jours d'intubation-ventilation mécanique, plus de la moitié des patients avaient développé une pneumopathie. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés au PAVM, comme la position allongée, l'utilisation de protecteurs gastriques, le non-respect des règles d'hygiène, que l'on a vu à travers notamment les capsules 1, les capsules 2 et les capsules 3, le fait que le patient développe une sinusite, et le fait que les équipes mettent en place une nutrition entérale trop précoce, en tous les cas sans surveillance des résidus. Alors, quelle est la physiopathologie et la genèse d'une PAVM? On considère les micro-inhalations endogènes par la colonisation de l'oropharynx et de l'estomac, et dans cette circonstance, le type de chirurgie, les traitements proposés, les techniques invasives utilisées ou encore les facteurs propres à l'hôte vont jouer un rôle dans la survenue de ces micro-inhalations endogènes. Et puis on considère d'autre part les micro-inhalations exogènes qui sont finalement relatives à la transmission croisée et toutes les circonstances
dans lesquelles des micro-organismes, des bactéries en particulier, peuvent coloniser la sonde d'intubation, notamment les défauts de respect des règles et des protocoles d'hygiène, ou de désinfection ou de stérilisation des dispositifs invasifs utilisés, ou encore la génération d'aérosols contaminants, ou la contamination de l'eau ou des solutions qui sont utilisées pour les soins du patient intubé. Alors la prévention des PAVM est essentiellement liée à des comportements d'équipe, certes à des mesures techniques, mais depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'équipes ont travaillé sur le leadership, sur l'accompagnement des patients, sur la mise en œuvre de recommandations issues de publications, alors soit de sociétés savantes nationales françaises comme la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, ou encore la SRLF, la Société française de réanimation, ou encore la Société française d'hygiène hospitalière, mais au-delà des recommandations internationales, qui émettent des recommandations basées sur la littérature, sur les études scientifiques, qui permettent finalement de stratifier les recommandations avec des niveaux de preuves scientifiques ou des forces de recommandation qui sont différentes, qui sont faibles ou qui sont forts en fonction de la qualité de la littérature disponible, et en tous les cas qui permettent d'émettre des recommandations qui sont soit recommandées, fortement recommandées, en tout cas qui sont suggérées, d'autres qui ne sont pas recommandées ou qui sont non résolues par des études dans la littérature scientifique. En tous les cas, les équipes médicales et paramédicales mettent en place ce qu'on appelle des bundles, des paquets de mesures, qui, lorsqu'ils sont tous au même moment, en même temps, tout au long de la prise en charge du patient, respectés avec un haut niveau d'observance, permettent finalement de maintenir ou de réduire les taux d'incidence de ces PAVM en réanimation. Alors quelques mesures que je vous propose dans cette diapositive, qui ne sont pas des mesures exhaustives, mais qui sont stratifiées en fonction de la physiopathologie que l'on vient de voir. Et pour prévenir les micro-inhalations exogènes, il faut que les équipes soient entraînées à une sécurité infectieuse pour respecter notamment les précautions standards, les précautions complémentaires si les patients ont un statut infectieux particulier, soient entraînées à la maintenance avec les équipes du biomédical, à l'entretien du ventilateur et des tuyaux, également de la sonde d'intubation lors des soins, ou alors certaines équipes proposent d'utiliser les sondes d'intubation qui sont imprégnées d'antiseptiques qui permettraient de retarder finalement au fil du temps la création de biofilms, puisque la sonde d'intubation représente un corps étranger. Donc ces biofilms qui sont des gangs qui finalement contiennent des micro-organismes. D'autres mesures sont proposées pour prévenir les micro-inhalations endogènes, comme la position demi-assise du patient, et sans vouloir strictement obtenir une position à 45 degrés, ce qui est difficile, mais au moins on peut faire un compromis et que le patient soit en position à 30 degrés dans son lit. Et d'ailleurs, des réanimations et même des fournisseurs industriels proposent des réglettes sur le côté du lit qui permet d'un seul coup d'œil de regarder en fait le degré d'orientation du lit. Les soins de bouche sont primordiaux, que ce soit le brossage des dents, la plaque dentaire a été montrée de manière scientifique associée à des pneumopathies, également la réalisation de soins de bouche avec des solutions antiseptiques, le fait de réaliser régulièrement des aspirations trachéobronchiques pour pas que le patient s'encombre, puisque les sondes d'intubation, vous le voyez ici à la fois sur la photo puis sur le dessin, qu'il y a un ballonnet en bas de la sonde qu'il faut maintenir sous pression pour éviter que ces micro-inhalations finalement descendent dans les voies respiratoires et soient à l'origine d'infections. Et puis bien évidemment, une des mesures phares, c'est le retrait le plus précocement possible de la sonde d'intubation, qui de manière très paradoxale finalement est le principal facteur de risque, parce que je vous l'ai dit, elle représente un facteur de risque, mais lorsque les patients arrivent en réanimation, c'est qu'ils ont besoin d'une ventilation mécanique, ils ne sont pas capables de respirer en ventilation spontanée, et donc ils ont besoin d'une intubation et d'une ventilation mécanique, et que chaque jour en réanimation, il faut que les équipes évaluent la possibilité d'un patient d'être extubé et de bénéficier par exemple d'une ventilation non invasive. Donc il y a d'autres mesures que l'on pourrait évoquer, notamment la technique d'intubation, en tous les cas pour éviter de passer par le nez pour ne pas
provoquer des sinusites, aussi la gestion, hein, on l'a vu, des anti-ulcéreux qui peut être associé au PAVM, notamment chez les patients les plus fragiles. Alors au final, que retenir de ces éléments, hein, c'est que réduire l'incidence des PAVM en réanimation, c'est une priorité, elle est possible. Par contre, 0 PAVM ne semble pas très raisonnable. Cela supposerait que ces infections résultent entièrement d'erreurs évitables finalement par les équipes, et puis sans tenir compte des facteurs liés à l'autre. Et on a vu très bien que les facteurs liés aux patients à l'admission conditionnent le risque de PAVM. Et puis, il faut bien retenir qu'en raison d'une physiopathologie complexe, on l'a vu, de facteurs de risque que l'équipe ne maîtrise pas, puisqu'elles sont liées aux patients, du fait de facteurs humains aussi, liés aux équipes soignantes, mais également d'un environnement stressant. Hein. Quand on voit cette photo, hein, ce sont des patients qui sont hyper techniqués en réanimation, on comprend que la prévention des PAVM reste difficile.